Alors, nous allons accueillir d'ici quelques instants Vincent Hiver, l'animateur de cette table ronde numéro 1 consacrée à l'autonomie, l'alimentation et la complémentarité culture-élevage. Voilà, Vincent vient de nous rejoindre. On va accueillir aussi Jean-Marc Lamotte, Hortense Lebérigot et David Demarcy. Alors, il nous manque encore Hortense et David. Alors, voilà, Hortense va nous rejoindre. Et David, et dès que tout le monde sera en place, Vincent, je proposerais qu'on lance tout de suite le premier reportage sur Vervins. Ok, ben allons-y. Alors, il nous manque encore David. Je vais attendre que David soit monté sur scène. Voilà. Et donc, pour entamer cette première table ronde, je vous propose tout de suite de venir découvrir les actions en termes d'agroécologie qui sont menées par le lycée agricole de la Thiérache, l'exploitation du lycée agricole. Sur l'exploitation du lycée agricole de la Thiérache, plus précisément au niveau de notre élevage de poulets de chair, puisque historiquement, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a toujours eu de l'élevage de poulets de chair sur le lycée. Nous avons continué cette démarche, mais sous forme d'un élevage de poulets plein air, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec 3 micro-poulaillers jouxtant des petites parcelles sur lesquelles peuvent errer les poulets. Et sur ces mêmes parcelles, nous avons implanté différents arbres fruitiers. Pour qu'ils puissent sortir un maximum, il faut avant tout qu'ils se sentent en sécurité, à l'ombre, et aussi pour se protéger de la chaleur. La particularité de notre atelier d'engraissement, c'est qu'avant tout, c'est un chantier d'insertion qui est présent sur le lycée, qui s'occupe de la gestion au quotidien de l'élevage de ces poulets. Donc vous êtes ici sur une parcelle qui était initialement cultivée, qu'on a réimplantée il y a 2 ans en prairie permanente. Et celle-ci a été clôturée et on a également planté une haie tout le long de la parcelle, puisque l'objectif de l'exploitation est de recréer un maillage bocager tout autour du parcellaire de l'exploitation, y compris des parcelles cultivées. Vous avez également sur votre droite un champ de luzerne qui a été implanté il y a 2 ans, puisque l'objectif est aussi à terme d'atteindre le plus possible l'autonomie en protéines sur l'atelier vache laitière. Donc nous sommes ici sur la parcelle de couvert implantée après la récolte du blé, donc constituée essentiellement d'avoine, de vesses, de trèfle et aussi un petit peu de colza fourragé, de sorte à avoir un maximum de production sur l'automne, puisque cette parcelle est destinée à être implantée en betterave au printemps. Mais couramment, on implante également des plantes compagnes lors du semis du colza, et ce qui permet aux moutons de pâturer dès la récolte du colza, fin juillet, à une période où on a généralement plus d'herbe dans les prairies, puisque depuis 3 années consécutives, on est en pleine sécheresse sur juillet-août, et ça nous permet justement de faire le lien au niveau du stock fourragé pendant la période. Vous êtes ici sur une parcelle de trèfle violet et raie gras qui a été pâturée par les moutons, donc clôturée au fil électrique, qui vient de recevoir un épandage de lisier. Et comme vous pouvez le constater, de l'autre côté de la clôture, notre voisin qui suit un peu nos techniques d'implantation de couverts végétaux interculture,
qui sont en train d'être pâturés par les moutons que vous pouvez apercevoir là-bas tout au bout. Vincent, la parole est à toi. Oui, bonjour. Donc Vincent Hiver, animateur à la Chambre d'agriculture de l'Oise. Donc je vais animer la table ronde d'une petite quarantaine de minutes. Du coup, il va falloir que nos intervenants fassent preuve de synthèse. Voilà, vous aurez à la fin de cette table ronde une dizaine de minutes pour répondre. Enfin, on aura une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique prévue à cet effet. Donc, nous allons parler d'innovation technique à travers la recherche notamment d'autonomie alimentaire dans les élevages, puisque c'est quand même quelque chose qui est assez fondamental sur les innovations en élevage. Et donc, à travers cette autonomie, on a aussi cette notion de complémentarité culture-élevage que l'on a mis en titre, qui est aussi très intéressante. On l'a vu en introduction où elle nous a été présentée comme une concurrence possible pour le maintien de l'élevage, et nous, on la verra plus comme un atout dans cette table ronde. Donc déjà, je vais reposer la question à Monsieur Lamotte, qu'on a vu durant ce petit reportage pour nous représenter l'exploitation en tirage du lycée agricole et nous dire un petit peu dans quel cadre toutes ces pratiques qu'on a vues se sont inscrites en termes plus global sur l'exploitation. Monsieur Lamotte, c'est à vous. Donc, en 5 minutes. Vous nous entendez? Bon, Monsieur Lamotte n'a pas l'air de nous entendre. Bon, visiblement, il ne nous entend pas. Marion, tu as des infos, non? Alors, Monsieur Lamotte, est-ce que vous nous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu la question de Vincent? Non, alors a priori, il doit mal nous entendre. On va l'appeler directement au téléphone et Vincent, je te propose de passer à Radingan peut-être et on fait un point avec Monsieur Lamotte. Bon, du coup, on a déjà vu le reportage, donc on sait de quoi il parle déjà. Donc, je vais passer du coup la parole à Madame Le Bérigot pour nous présenter un petit peu votre exploitation sur le lycée agricole de Radingan et toutes les expérimentations qui sont menées justement pour apporter de la connaissance aussi auprès des agriculteurs sur cette notion d'autonomie alimentaire. Syllabe de temps et... Ah, bon, on a une double parole. Jean-Marc nous a quitté. Bonjour à tous. Voilà. Ouais, je peux commencer ma présentation? C'est parti. Si vous m'entendez tous, ouais, bonjour. Donc Hortense Le Bérigot, je suis nouvellement arrivée comme directrice d'exploitation au lycée agricole de Radingan. Et donc la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui sur l'expérimentation qui a été menée sur la ferme, donc sur l'autonomie alimentaire, c'est une présentation qui a été faite avec Anatole Robert Bory, qui est également arrivé sur l'exploitation comme directeur en charge du développement des exploitations de l'EPLEFPA du Pas-de-Calais. Donc merci également à lui d'avoir participé à cette présentation-là. Donc la ferme du lycée agricole de Radingan, à quoi est-ce qu'elle ressemble? Eh bien actuellement, c'est une exploitation qui compte 118 hectares, dont 32 hectares de prairies permanentes. Sur ces 118 hectares, on a 2 troupeaux, un troupeau de vaches laitières, donc 80 vaches laitières de race Primostein, pour une production d'environ 650 000 litres de lait par an, et un second troupeau de brebis allaitantes, donc 60 brebis de 2 races, boulonnaise et Suffolk. Donc sur l'exploitation, nous sommes une équipe de 5 personnes, donc ce qui équivaut à 3,2 ETP salariés, et moi-même en tant que directrice d'exploitation. Donc il y a maintenant 4 ans, donc en septembre 2016, a été menée sur l'exploitation une expérimentation sur l'autonomie alimentaire du troupeau du lycée agricole de Radingan. L'objectif principal étant de fournir des références technico-économiques vis-à-vis d'un troupeau qui serait mené en totale autonomie alimentaire sur l'exploitation. Et pour cela, le troupeau de vaches laitières, donc de 80 vaches laitières, a été subdivisé en 2 lots.
donc de l'eau de 40 vaches. Alors, je ne vois plus le diaporama devant moi. Voilà. Donc, de l'eau de 40 vaches donc sur 130 hectares que nous avions à l'époque sur l'exploitation. Donc, vous pouvez retrouver la répartition de l'assolement sur la droite de la diapositive. Donc, on retrouve nos 40 hectares de prairies, donc prairies temporaires et prairies permanentes. Et à côté, un assolement donc en céréales principalement, donc du blé à hauteur de 32 hectares, et également des cultures permettant l'autonomie du troupeau, donc à base d'orge, de févrole, de colza et de maïs notamment. Alors, les deux lots, donc de 40 vaches chacun, se sont différenciés donc en deux lots, le lot dit A et le lot B. Donc le lot A, c'est le lot témoin, donc dont l'alimentation en fait était celle qui était habituellement sur l'exploitation et qui est assez représentative des rations que l'on peut retrouver dans les exploitations laitières de la région. Donc une alimentation à base d'ensilage d'herbe, d'ensilage de maïs, complétée avec du tourteau de soja, de l'orge et du blé, ainsi que des betteraves fourragères produites sur l'exploitation. Et ces vaches avaient une aire d'exercice de l'ordre de 8 arts par vache laitière. Mais l'objectif n'étant pas de pâturer au maximum de ce côté-ci. Nous avions en face le lot B, qui est le lot dit autonomie alimentaire, dont la ration était principalement basée sur de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs, du colza gras, de la févrole, de la betterave fourragère, quelques coproduits, tout en optimisant au maximum le pâturage autour des bâtiments. Cette expérimentation a duré 2 ans, donc de septembre 2016 à octobre-novembre 2018. Et donc là, je vous présente les résultats qui ont été obtenus suite à cette expérimentation-là. Sachant que c'est des résultats que je vous présente, mais je n'étais pas là à ce moment-là. Vis-à-vis des résultats de production laitière, donc comme vous pouvez le voir sur le tableau, en termes de quantité de lait produite, il y a peu de différence entre les deux lots. Donc entre le lot témoin et le lot autonomie alimentaire, on va retrouver néanmoins une différence vis-à-vis des taux. Comme vous pouvez le voir au niveau du taux butyreux et puis des taux protéiques, ce qui va avoir une influence derrière sur le prix des rémunérations, puisqu'on a un prix standard à hauteur de 304 € les millilitres, et on a une incidence de moins 4 € les millilitres environ pour le lot en autonomie alimentaire, alors qu'elle sera de plus 12 € les millilitres dans le système dit maïs-soja conventionnel. Toutefois, lorsque l'on met en comparaison les différents coûts associés à l'élevage de nos vaches laitières sur l'exploitation, on peut constater, donc, en mettant en face les coûts sanitaires, les coûts de reproduction et les coûts alimentaires, qu'on a une nette différence entre le lot témoin et le lot autonomie alimentaire. Notamment, donc, au niveau sanitaire, vous pouvez le voir, on arrive à peu près 1 € des millilitres. Au niveau des coûts de reproduction, également 1 €. Mais c'est surtout au niveau des coûts alimentaires que la différence sera beaucoup plus importante, puisque sur le lot B seront uniquement achetés les coproduits, alors que sur le lot A seront achetés notamment tout ce qui est tourteau de soja. Donc la différence au millilitre, en faisant la différence entre le prix du lait et les coûts associés, donc vous le voyez bien, sur le lot conventionnel, on arrive à 183 € les millilitres, alors que sur le lot autonomie alimentaire, on arrive autour des 217 € les millilitres. Donc, au-delà de ces résultats technico-économiques que je viens de vous présenter, a été réalisé à l'issue de l'expérimentation un tableau qui regroupe les différents critères permettant de répertorier les avantages et les inconvénients des deux systèmes qui ont été testés, donc en système conventionnel et en système autonomie alimentaire. Donc, vis-à-vis du paiement du lait, comme vous avez pu le voir en système conventionnel, on a une meilleure rémunération du lait, même si en termes de qualité, derrière le lot autonomie permet de largement satisfaire ces besoins-là. Par contre, il nous faut un matériel beaucoup plus spécifique sur le lot autonomie alimentaire, notamment pour travailler l'herbe, la récolter au bon moment, sous la bonne forme. Par contre, vis-à-vis des autres critères technico-économiques, donc coût alimentaire, coût de production, dépendance au marché, on retrouve un net avantage sur le lot basé en autonomie. La dépendance au climat, peu importe le système dans lequel on a une forte dépendance au climat. Et là, je rejoins la vidéo que vous venez tout juste
tout juste de voir. Mais également, lors de cette expérimentation-là, il a été souhaité de mettre en évidence également les avantages et inconvénients d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social et sociétal. Donc, d'un point de vue environnemental, le système B permet une valorisation des pâtures et des paysages et un moindre impact environnemental que le système A dit conventionnel, notamment sur ce qui est balance azotée et vis-à-vis des attentes sociétales, comme on peut le voir depuis quelques années, avec un retour de l'autonomie alimentaire, du pâturage et de la valorisation de nos produits en direct. Et vis-à-vis de la durabilité sociale des systèmes que nous avons présentés là, donc des pics de travail plus importants en système conventionnel et donc moins importants en système autonomie alimentaire. Par contre, au niveau du temps de travail réparti sur l'année, le système autonomie alimentaire présente quelques inconvénients, notamment vis-à-vis du pâturage des vaches, qui peut demander plus de temps pour les amener en pâture, gérer le pâturage et les ramener de pâture. Donc voilà un petit peu pour faire un petit bilan de ces deux systèmes-là, avantages et inconvénients. Et cette expérimentation d'autonomie alimentaire, elle a conduit l'exploitation à s'engager en 2017 dans une démarche MAEC Système, dans laquelle nous sommes pleinement engagés à l'heure actuelle jusqu'en 2022. Les résultats qui ont été présentés nous ont également permis de travailler sur la génétique de nos troupeaux pour pouvoir les amener à pâturer de façon plus importante. Donc c'est pour cela qu'un croisement Procross a débuté sur l'exploitation il y a maintenant 2 ans. Donc on obtient nos premiers produits issus du Procross là depuis quelques semaines. Et se pose aujourd'hui la question de la conversion à la bio de l'exploitation, puisque vis-à-vis de nos conduites culturelles dorénavant et la conduite de notre troupeau, la marche à franchir pour respecter le cahier des charges de la bio n'est plus si grande que ça. C'est pour ça qu'actuellement, nous travaillons sur l'exploitation avec l'équipe pédagogique et nos partenaires à la réalisation d'un diagnostic technico-économique pour réaliser différents scénarios de conversion à la bio sur l'exploitation pour 2022. Donc voilà pour les résultats de l'expérimentation autonomie alimentaire sur l'exploitation de Radingan. Merci de votre attention. Merci à vous pour cette présentation avec de façon très claire et très précise 2 systèmes confrontés et qui montrent que l'autonomie alimentaire est quelque chose qui a un certain nombre d'avantages, d'inconvénients aussi, mais qui est possible tout du moins. Donc, et de façon très, très pédagogique. Donc, on y reviendra certainement à la fin de la table ronde. Je vais me retourner vers Monsieur Le Bérigot, peut-être, ou s'il est revenu. Alors, moi, c'est Madame Le Bérigot, ça doit être Monsieur Lamotte. Excusez-moi, autant pour moi. Monsieur Lamotte. Et non, effectivement, on a toujours un souci de connexion avec Jean-Marc Lamotte pour le lycée agricole de la Thiérache qui a réellement des soucis de connexion. Eh bien, on va passer à David Demarcy alors. Pour un témoignage d'agriculteurs, on a eu 2 lycées agricoles de présenter et des démarches de lycée dans cette table ronde. On va passer la parole à un agriculteur. Donc, pour nous expliquer déjà un petit peu le travail qui a été mené par son groupe de développement, qui a été labellisé aussi GI2E, et puis lui, ce qu'il a engagé sur son exploitation, sur cette thématique de l'autonomie alimentaire. Vas-y, David. Donc, bonjour à tous. Comme vient de le préciser Vincent, mon intervention est en 2 temps. D'abord, je vais revenir un petit peu sur le fonctionnement du GI2E et ainsi que la genèse, comment est né ce groupe. Et puis par la suite, faire un focus en fait personnellement sur mon exploitation, qu'est-ce que j'ai pu mettre en œuvre et puis au final les résultats obtenus. Donc en fait, le GI2E, c'est quoi? Donc c'est un groupe en intérêt écologique et environnemental. Donc le contexte, c'est tout d'abord c'est un certain nombre d'exploitants issus des groupes de développement du Cernodo, là, qui se situe dans une zone d'élevage nord-ouest du département de l'Oise, nord-ouest et Pays de Bray, bien. Donc en fait, un certain nombre d'agriculteurs issus de ces groupes de développement principalement lait, qui s'inscrit aussi dans une démarche régionale. Donc sur ce projet-là, on est accompagné aussi avec l'Agrotransfert, qui a eu la même démarche a été faite dans les 5 autres départements, soit sous la forme de groupe, mais aussi de façon individuelle, afin de répertorier toutes les actions qu'il peut y avoir entre synergie, polyculture et élevage.
Et enfin, l'enjeu, j'ai envie de dire, une labellisation G2E, un petit peu pour structurer le projet, mais aussi pour une certaine reconnaissance. Et enfin, les enjeux de ce groupe. Donc, comme a été présenté tout au début là, du séminaire, on est dans une zone vraiment de polyculture élevage, où il y a de plus en plus, on va dire, la disparition des élevages au profit des cultures. Donc, c'est vraiment le maintien de l'élevage. Aussi, voilà, on a tous conscience que comment dire, l'élevage et puis les cultures c'est complémentaire, sauf qu'aujourd'hui on a très peu on a très peu de moyens ou d'identifier ces enjeux de complémentarité. Donc c'est aussi un petit peu pour clarifier et puis essayer de mesurer ces complémentarités entre culture et élevage. Et le tout, c'est de maintenir une certaine performance dans un système de polyculture et élevage. Et enfin, c'est aussi de répondre à des enjeux aujourd'hui qui sont de plus en plus, on va dire, préoccupants pour la société environnement en général, quoi. Donc des enjeux qui sont à la fois environnementaux et sociétaux. Donc comment est né le groupe? Donc, dans un premier temps, donc un groupe à peu près d'une dizaine d'exploitants. Donc on a d'abord fait un certain nombre de réunions, mais surtout des visites. Donc aller voir des exploitations qui fonctionnent déjà un petit peu en polyculture élevage, faire des échanges. On avait notamment été reçus par le lycée de Radingan et qui nous a présenté la présentation qu'on a pu avoir juste avant, quoi. Donc c'est vraiment une phase où on cherche voilà, de la référence et puis des idées. Et aussi lister un petit peu tout ce qui se faisait déjà chacun sur nos propres exploitations, parce qu'on a tous déjà des choses qui marchent dans les exploitations. Et voilà, c'est un petit peu voilà, ça, et faire le tour de ce que chacun fait. Ensuite, en deuxième temps, si je peux m'exprimer ainsi, c'est sur chaque exploitation. Donc en fait, on a eu un atelier de co-conception. Donc c'est un petit peu une nouvelle façon d'appréhender nos travaux. Historiquement, on avait plutôt des réunions où on avait de l'information descendante, où on avait voilà un expert, quelqu'un qui vient pour nous présenter un thème bien donné. Sauf que là, dans le fonctionnement de nos réunions, de nos ateliers de co-conception, en fait, c'est les agriculteurs qui vont chez l'agriculteur qui nous reçoit, qui nous pose un petit peu sa problématique et sa vision des choses à 5-10 ans sur son exploitation. Et ce sont les agriculteurs, donc les gens du groupe, qui répondent et qui font des pistes d'évolution de l'exploitation. Donc le tout, forcément, à chaque fois, on est un petit peu sur des thèmes bien spécifiques, avec voilà, un expert, si je me souviens ainsi, qui nous accompagnait, par exemple, sur mon exploitation, où la cible, c'était donc la réduction des concentrés et puis aussi garder un certain équilibre entre l'élevage et les cultures. La personne qui était intervenue, voilà, c'était Anthony Udjeval de l'Institut d'Ardennes. Donc sur environ 3 ans, donc c'est 9 ateliers qui ont été faits à tour de rôle, donc dans les exploitations du groupe. Et enfin, donc le dernier objectif, c'est d'avoir une certaine dynamique de groupe autour de ce projet, donc à travers des ateliers participatifs, mais aussi de pouvoir de pouvoir vulgariser un petit peu et de pouvoir partager tout ce qu'on fait au niveau des groupes. Et voilà, et c'est aussi une journée porte ouverte qui était normalement prévue en 2020 et qui va se faire en 2021. Donc c'est par exemple sur la commune où je suis, on est 3 exploitants dans ce groupe là, dans ce G2E, et donc cette journée va être organisée sur la commune, donc à travers ces 3 exploitations. Donc enfin, donc là, mon exploitation. Donc je suis sur une exploitation de polyculture élevage, donc 165 hectares, 600 000 litres de lait produit, avec un associé avec ma mère et un salarié à temps plein. Donc tout ce qui a été mis en œuvre, on va dire, depuis 2016, ça a conduit à réduire à peu près mon coût alimentaire de 32 €. Et l'empreinte carbone, bon, ça a été calculé, c'est environ 10% d'économie d'empreinte carbone, qui est surtout liée en fait à la baisse des fonctions. En fait. Donc les différentes étapes sur mon exploitation. Donc bon, faut savoir que ça commence pas en 2016. Déjà bien avant, j'avais déjà
entamé des choses dans ce domaine-là. Je pense notamment à la valorisation des intercultures, aussi à l'incorporation en mettant davantage d'ensilage d'herbe dans la ration. J'avais aussi, il y a environ 7-8 ans, incorporé, mis en place du maïs grainerté. Mais vraiment, à partir de 2016, où là, on est rentré dans quelque chose d'un peu plus cadré avec le groupe de travail. Donc, ça a été donc depuis 2016, donc c'est l'introduction de prairies temporaires, mais des prairies temporaires, donc surtout à base de légumineuses. Donc, c'est à base de luzerne, mais en mélange avec du trait et avec des graminées. Donc, l'objectif, c'est bien de ne pas mettre de phyto sur ces prairies temporaires, et aussi de ne pas mettre d'azote. Enfin, ensuite, c'est l'augmentation des dérobés, on va dire, à valorisation alimentaire pour les vaches. Donc, historiquement, je faisais entre 5 et 6 hectares, 8 hectares de dérobés que je récoltais à l'automne. Donc, 2016-2017, je suis passé à 14,5 et on verra après, aujourd'hui, on fait quasiment 24 hectares. Quasiment toutes mes cultures de printemps sont précédées d'un dérobé récolté à l'automne. Et enfin, donc, l'augmentation justement de ces dérobés a induit une baisse de la part du maïs ensilage et aussi une augmentation donc, du maïs brun qui est récolté de façon inertée pour compenser dans la ration hivernale en fait le manque d'énergie qui est par l'apport d'ensilage d'herbe. Et enfin, ensuite, par rapport à tout ça, il y a aussi, on a travaillé aussi sur la valeur des aliments de base, parce que pour arriver à baisser les concentrés, en fait, il faut augmenter la part du lait qui est produit par les aliments de base, donc augmenter la valeur alimentaire de la ration de base. Donc ça passe notamment par des ensilages d'herbe qui se font plus précocement, ou bien des ensilages d'herbe sur des prairies temporaires avec des semis, avec des fleurs variées, pour arriver à avoir une matière azotée totale assez élevée pour faire baisser les concentrés de production et azotés. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai environ 23 heures d'accessible au pâturage pour les vaches. Donc, ce qui fait que sur la période de pâturage qui s'étend de mars à octobre, on a à peu près la moitié de la couverture des vaches qui est faite par l'herbe et l'autre moitié qui est apportée à l'eau. Et depuis 2017, donc, il y a la création d'un chemin d'accès avec des abreuvoirs pour permettre d'allonger cette période de pâturage. Donc, là, tout récemment, donc, les prairies temporaires ont été augmentés dans la rotation. Donc, j'ai commencé, on va dire, avec un bon 2 hectares. Aujourd'hui, je suis environ à 9 hectares. Pour passer là sur la prochaine campagne, je vais en implanter 11 hectares et demi. Donc, une partie des résultats obtenus, c'est qu'on est passé de 2016 à 2019, on a quasiment divisé par 2 la consommation de facteurs azotés. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc il y a une augmentation un petit peu de la surface pâturée et aussi une augmentation de tout ce qui est ensilage d'herbe dans la ration. Parallèlement à ça, moi je suis quelqu'un qui cherche plutôt à créer de la valeur sur l'exploitation, donc sans forcément augmenter les volumes de production ou des choses comme ça. Donc il y a eu aussi en 2018, on faisait historiquement du poids de printemps sur l'exploitation, donc a été remplacé par la culture de lin textile, étant dans une zone de production de lin et aussi à 10 km du coopérative lumière. Donc voilà, donc le lin fait son introduction dans la rotation. Et le lin est aussi précédé systématiquement en fait, d'un dérobé qui a été fait à l'époque. Et enfin, faisant découvert depuis un certain nombre d'années, je m'oriente tout doucement aussi vers l'agriculture de conservation des sols, donc le semi-direct. Et dernièrement, j'ai implanté du trèfle dans le colza, qui a été récolté là au mois d'octobre et qui sera valorisé par les vaches cet été. Et le blé qui a suivi donc, a été implanté en semi-direct derrière ce trèfle. David, je vais te demander de conclure rapidement. Voilà, donc pour finir sur les résultats obtenus, donc ça c'est les derniers exercices taux comptables, donc en mars 2020. Donc on a un niveau sur le produit à 30%, un coût alimentaire qui est 83 € et un résultat courant par hectare qui est d'environ presque 600 € à l'hectare. Très bien.
Je te remercie. On aura l'occasion de revenir par rapport à quelques questions qui te sont posées sur les questions qui sont permises. Et puis, on va enfin peut-être réussir à voir Monsieur Lamotte. Alors, on va essayer effectivement de donner la parole à Monsieur Lamotte. Alors, peut-être sans caméra, mais au moins avec le son. Alors, Jean-Marc, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends vraiment très très peu. Ok, Vincent, je te propose de lui reposer la question et puis si vraiment ça fonctionne pas, on passera aux questions à Hortense et David parce qu'elles sont nombreuses. Oui, il y a beaucoup de questions d'ailleurs, donc on va essayer de passer du temps quand même sur ces questions. Alors, la question qui était posée, c'est qu'on a vu un certain nombre de pratiques dans la vidéo. Que vous nous expliquiez un petit peu d'un point de vue un peu plus global, quelle a été la réflexion sur le lycée agricole et quels en sont, de façon très synthétique, les résultats aujourd'hui, quoi. Alors nous, aujourd'hui, c'est un peu tôt pour tirer des résultats puisqu'on est je dirais qu'on est en phase de changement de système de production. Il y a un objectif principal qui est de s'orienter vers l'autonomie alimentaire au niveau de tous les élevages, que ce soit au niveau des vaches laitières, des moutons, de la volaille et dans un dernier temps pour le porc. D'accord. Donc la première phase, c'est notamment au niveau des cultures de colza où on a décidé depuis 2 ans d'implanter le colza avec des plantes compagnes, puisque le gros avantage de ce système-là, c'est que ça nous apporte du fourrage à valoriser à la période de fin juillet, début août, au moment précis où dans les prairies, malheureusement depuis 3 ans avec la sécheresse, il n'y a plus grand-chose à brouter dans les prairies. C'est le gros intérêt qu'on a pu y voir. Ensuite, la réflexion, comme vous l'avez vu dans la vidéo, elle est à une diversité des cultures, cultures à orientation protéique avec la luzerne et le trèfle violet. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore de retour précis. Je pense qu'au niveau de l'exploitation de Radingan, ils ont beaucoup plus de recul que nous sur l'évolution. D'accord. Mais je dirais que nous, on est vraiment en pleine phase, quoi. Cela dit, ça porte déjà ses fruits. On l'a vu depuis 2 ans, hein, avec les conditions très sèches qu'on a eues sur l'été. C'est vrai que l'apport des intercultures en début d'automne, mais a fortiori des plantes compagnes aussitôt récolte du colza à l'été, ont été bénéfiques. Juste une petite question avant de poser les autres questions aux autres intervenants. On a vu que dans le reportage, vous aviez beaucoup misé sur l'arbre, la haie. Est-ce que c'était une volonté locale? Est-ce qu'il y a une attente particulière par rapport à ça? Bon. Allô? Bon, on va passer aux questions. Je crois qu'on a perdu Monsieur Lamotte. Donc, je vais reprendre les questions, le fil des questions qui m'a été transmis. Déjà avec une question pour Hortense. Bonjour, le système A et B, quel était le chargement en UGB par hectare? Une question très précise, si vous l'avez en tête. Ouais, une question très précise. La réponse que je n'ai pas, je suis désolée, je n'ai pas réussi à retrouver quand j'ai recherché mes documents. Je pense que ce n'est pas fondamental. On va passer à l'autre question qui est peut-être plus importante dans la réponse potentielle. C'est de savoir comment les employés ont vécu ça, justement, ces changements de pratique. Est-ce qu'il y a eu de la réticence? Comment ça s'est passé et qu'est-ce qu'ils en retirent aujourd'hui? Alors, on a la particularité à Radingan que l'équipe a très récemment changé sur l'exploitation. Donc, les salariés ne sont plus forcément les mêmes dorénavant sur l'exploitation. Néanmoins, moi, le retour que j'en ai, c'est que pour eux, c'est aussi un challenge technique, notamment avec l'engagement MAEC, donc réduction des indices de fréquence de traitement. C'est comment est-ce qu'on peut faire différemment avec le travail du sol, notamment avec l'allongement des rotations, etc. Donc, un véritable apport technique là-dessus. Et vis-à-vis des personnes qui sont au troupeau, une perception relativement positive puisque le soin au troupeau, notamment
vis-à-vis de maladies, enfin de traitements de type mamite, problèmes de pattes, etc., était moins important dans le système B, donc mieux vécu par les personnes responsables du troupeau et contentes de les faire davantage pâturer. D'accord. Donc une perception relativement positive. D'accord. Il n'y a pas eu de frein au départ? Alors, pas que je sache, moi de mon côté. D'accord. Après, on repasse sur une question plus technique. 3 fois plus de surface de pâturage, donc pour le lot autonomie. Est-ce que la perte du coût de surface en culture de vente a été bien intégrée dans l'évaluation économique? Alors là, une nouvelle fois, je ne pourrais pas forcément trop vous répondre, puisque à ce moment-là, on a également fait des changements sur le troupeau ovin que nous avons sur l'exploitation. Mais la plupart des terres qui étaient accessibles autour des bâtiments sont en prairie finalement. Donc, elles étaient déjà en prairie, donc le pâturage se fait à ce moment-là. D'accord. Et une dernière question concernant les aspects environnementaux. Est-ce que l'analyse comparative des aspects environnementaux a été envisagée pour le projet ou c'est fait? Alors, il y a une analyse environnementale qui a été faite lors d'un stage quand il y avait des stagiaires sur l'exploitation. Donc, elle s'est basée sur les IFT, sur la balance azotée et sur des bilans CAP2ER qui ont été faits. Donc là, je les ai tout de suite sur les yeux. Et donc, par comparaison entre système A et système B vis-à-vis de l'émission carbone, on se retrouve à 0,73 pour le système autonomie alimentaire, alors qu'on est à 0,93 pour le système conventionnel. En équivalent CO2 par litre de lait produit. Okay. Donc, voilà. Une différence sur les IFT exploitation, puisqu'on a plus de prairies également. Okay. Très bien. Je vais passer la parole à David pour quelques questions. Donc, sur la question des leviers pour réduire les concentrés, bon, je pense que ça a été répondu dans la présentation, donc je vais passer cette question. Une question sur la méthode de co-conception. Comment ça s'est passé exactement par rapport à cette méthode de co-conception? Donc, la méthode de co-conception, donc en fait, c'est l'exploitant qui nous reçoit, il pose sa problématique. Et c'est les autres éleveurs en fait qui répondent à sa problématique en lui proposant des pistes d'amélioration, c'est-à-dire soit revoir l'alimentation du troupeau, l'assolement, ou des choses comme ça. Et en fait, il faut savoir que au départ, on a d'abord listé un certain nombre comme une boîte à outils, quoi, de leviers pour améliorer les complémentarités culture-élevage. Et en fait, sur chaque exploitation, on va dire, on a puisé dans cette boîte à outils pour l'adapter à l'exploitation sur laquelle on est. Ok. Une autre question concernant les changements agronomiques. Est-ce que ça a nécessité de revoir ton parc matériel? Oui, notamment c'est pour la récolte de l'herbe. Voilà, ça a permis, il a fallu redimensionner en fait la faucheuse et l'endémière. C'est aussi les deux principaux investissements. Et je veux dire, et maintenant là, je m'oriente plus sur de l'agriculture semi-directe, l'agriculture de conservation. Là, j'ai investi dans un smart pour faire du semi-direct. D'accord. Et peut-être une dernière question pour toi, David. Il aurait été intéressant de mettre en place une analyse des performances environnementales pour aller au bout de la démarche associée à l'économique, notamment sur des aspects qui est mentionné par la personne qui pose la question, de biodiversité ou des choses comme ça. Est-ce que c'est envisagé? Pour l'instant, il n'y a rien qui a été fait. La seule chose qui pourrait, c'est qu'il y a eu un cap de verre qui a été fait il y a 2 ans. Et il y a à nouveau un cap de verre là, qui est en cours de réalisation, notamment pour tout ce qui est carbone. Oui, voilà. Donc, le cap 2ER permettra de répondre à ces questions. Répondre en partie, il faut savoir. Il y a 2 ans, bon, il y avait déjà des choses qui avaient été mises en place. Le cap de verre, j'étais à 0,78, je crois, kilos de carbone par litre de lait. D'accord. Il me reste encore 1 minute, je pense, pour des dernières questions. Je pense que ça s'adresse aussi à toi, David. Les orientations culturales testées, en plus d'avoir un apport vis-à-vis du troupeau, ont-elles permis de réduire les coûts de mécanisation? Bon, tu y as répondu plus ou moins en disant que tu avais fait évoluer ton parc matériel, mais est-ce que c'est pour une réduction ou une augmentation du coup? Non, c'est pareil, on va dire, si on a réduit quand même le travail du sol. Après, s'il y a une réduction, c'est plus au niveau des intrants. Je pense que l'introduction de prairies temporaires, des choses comme ça, derrière, on réduit l'IFT et on réduit l'apport d'azote dans les cultures qui suivent. Oui, d'accord. Réduit désherbage et l'apport d'azote. Très bien.
Bah, écoutez, je vous remercie pour vos interventions. On va essayer de respecter le timing qui nous était donné à 15 heures. Donc, vous pouvez, s'il y aura les slides qui seront mis à disposition, donc les gens pourront éventuellement s'informer encore plus sur vos itinéraires techniques. Et puis, juste mentionner que sur cette thématique-là, il y a un webinaire qui est organisé dans le cadre justement du projet complémentarité culture élevage mené avec AgroTransfert, au mois de février, pardon. Donc pour les personnes qui veulent approfondir cette thématique-là, il y a 3 webinaires proposés au mois de février par AgroTransfert sur cette thématique. Et puis, comme tu l'as dit, David, une journée porte ouverte qui est organisée le 2 avril chez toi, avec tes 2 autres collègues du village qui ont travaillé sur le projet. Et les trois exploitations donc, seront à visiter ce jour-là, donc du côté de Muromont dans l'Oise. Voilà, je te repasse la parole, Marion, et merci aux intervenants. C'est parfait, super dans le timing. Vincent, merci beaucoup à nos intervenants, Hortense Le Bérigot, David de Marcy et Jean-Marc Lamotte, qui, en dépit de quelques soucis de connexion, a pu quand même nous rejoindre. Merci à tous, merci beaucoup à Vincent pour l'animation de cette table ronde. Il y a eu beaucoup de questions, en fait, au-delà de ce qu'a pu relayer Vincent pour Hortense et David. On essaiera de regrouper les questions et en tout cas de pouvoir amener des réponses aux personnes qui les ont posées. Merci à tous et on va passer tout de suite à la première success story. Nous allons accueillir pour cette première success story Victor Toldoff qui va nous présenter Lituus. Alors, Victor devrait monter sur scène, a priori, d'ici quelques instants. Alors, d'abord vous présenter qu'est-ce que c'est qu'une success story pour nous, pour la plateforme Agriculture du futur. Bienvenue Victor, bienvenue parmi nous. Alors pour nous, une success story, en fait, c'est le fait de mettre en valeur des gens, des structures qui ont eu à un moment une bonne idée, en tout cas une idée qui, derrière, quand elle est bien accompagnée, à la fois techniquement, financièrement et en termes globalement d'accompagnement, eh bien, amène ensuite à la création d'une start-up, d'une entreprise, voire ensuite, comme on le verra par la suite, pouvoir aller se présenter au CNES de Las Vegas, par exemple, dans le cas notamment d'une start-up à vocation numérique. Donc, pour nous, c'est ça la success story. C'est vraiment montrer comment la région Hauts-de-France a aujourd'hui toute capacité de pouvoir aider ses porteurs de projets à partir d'une petite idée, faire une grande entreprise. Victor, on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui donc pour nous présenter Lituus. En quelques mots, pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, merci pour m'inviter aujourd'hui. Donc, je vais dire quelques mots de Lituus. En fait, Lituus propose des colliers connectés nouvelle génération pour des bovins qui permet aux éleveurs de mieux surveiller la reproduction, santé et bien-être de chaque vache. Les colliers sont brevetés, ils contiennent plusieurs points d'innovation, comme par exemple pour la reproduction, c'est les alertes précoces qu'on propose, qui permet de détecter la chaleur très rapidement en amont par rapport à la solution qui existe actuellement. Pour la santé, c'est le profil comportemental individuel pour chaque vache qui permet de visualiser et voir d'un clin d'œil tout ce qui s'est passé avec la vache, voir toute la journée de vache en clin d'œil en fait, savoir quand est-ce qu'elle a mangé, quand est-ce qu'elle a ruminé, pendant combien de temps, ça donne beaucoup de détails. Et puis, le point très innovant, c'est l'aspect bien-être. Donc, les colliers Lituus permettent de suivre le confort thermique et lumineux de chaque animal. On peut détecter, par exemple, les vaches qui sont en stress thermique, ce qui peut causer des pertes de production laitière jusqu'à 30%. Et aussi compter les jours de pâturage de manière automatique pour aider à suivre des cahiers de charges bien-être qui prévoient un certain nombre de jours par an de pâturage. Très bien. Et alors, Lituus, un peu étonnant comme nom, est-ce que d'où vient ce nom, Lituus? En fait, Lituus lui-même, ce mot, c'est
et il symbolise un symbole litus voilà, qui est difficile comment dire, comme en spirale. Et en fait, c'est un symbole d'un côté qui vient de la culture d'Étrusque, qui était un outil d'oracle qui permettait de voir le futur et qui était le symbole de bonheur. Et de l'autre côté, c'est un symbole aussi de berger, parce que voilà, sur les bâtons de berger, peut-être vous vous rappelez, il y a des litus. D'accord, tout à fait, effectivement. Et alors, monter ce projet Litus en Hauts-de-France, pourquoi l'avoir monté dans la région? Je sais que vous avez été accompagné notamment par Euratechnologies, vous allez nous en parler. Et je sais que Mathieu Barlet, qui est responsable de l'incubateur Actech, est présent parmi nous. Je sais aussi que vous avez déjà remporté des prix. Et moi-même, je vous avais déjà rencontré par 2 fois au Salon de l'Agriculture. Donc, vous avez aussi déjà une forme de visibilité, voire de notoriété qui est tout à fait estimable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où est venue l'idée de Litus et comment vous avez fait grandir ce projet au sein de la région Hauts-de-France? En fait, l'histoire a commencé dans le milieu de la recherche. C'est en fait dans le laboratoire de recherche IRSICA, c'est le laboratoire de l'Université de Lille et CNRS, où on s'est rencontré avec mon associé Roman Igual, qui vient de l'Espagne. Et donc, nous faisions à cette époque une thèse chacun, une thèse de doctorat sur les objets connectés. Et moi, je faisais la thèse entre IRSICA et INRIA, notre laboratoire ici à Lille. Et pendant ma thèse, j'ai eu l'opportunité de partir en Afrique du Sud pour participer au projet de développement des objets connectés qui protègent les rhinocéros contre le braconnage. Pour moi, c'était un déclic, ça m'a poussé à réfléchir sérieusement sur la possibilité de créer ensuite une entreprise. Et Roman, il a de la famille en Bretagne. Il a visité plusieurs fermes, il a discuté avec des éleveurs, il a récolté des besoins. Donc, on a analysé tout ce qui existe sur le marché, on a étudié tout ce qui manque en fait, et comme ça, on a compris qu'on a tous les moyens, on connaît le besoin, on a des connaissances et compétences nécessaires, on a décidé de créer une entreprise. Donc, tout d'abord, la route a commencé par la formation pour les doctorants, en fait, parce que les doctorants suivent des formations. Et on a suivi une formation, en fait, comment créer son activité pour les doctorants ou docteurs qui souhaitent ensuite créer une entreprise. Et cette formation nous a permis à nous rapprocher vers l'incubateur Créinov. C'est un incubateur de l'Université de Lille. C'est là qu'on a commencé nos premiers travaux. C'est là aussi, avec un bon aiguillage, qu'on a pu déposer le dossier pour les fonds régionaux FRI de HDFID. Donc, ce financement nous a permis de développer des premiers prototypes et effectuer les premiers tests qu'on a fait d'ailleurs à l'Institut de Genève avec ISA Lille. Aussi, grâce à ce financement, on a pu faire des premières études de marché, ce qui est très important au début de l'histoire de l'entrepreneuriat. Ensuite, oui. Non, super, continuez. Donc, ensuite, en fait, l'histoire continue. En 2018, nous nous avons intégré la première promotion, comme on dit, batch, de l'incubateur Actech de Willems, c'est l'incubateur de Euratechnologies. Et d'ailleurs, nous étions la première entreprise créée suivie de cette incubation dans l'incubateur Actech. Voilà, donc ça nous a aidé également. On a suivi aussi le programme, avant la création, on a suivi le programme Pépite Starter Hauts-de-France qui nous a aussi aidé à structurer nos idées. Et au final, en septembre 2018, nous avons créé l'entreprise Litus. Ensuite, nous avons utilisé notre réseau qu'on a construit grâce aux incubateurs et nous sommes devenus lauréats de Haut Défi, Réseau Entreprendre Nord, et nous avons intégré également Village by CA, qui nous accompagne toujours. Et oui, comme vous avez bien dit, en janvier 2020, avec la région Hauts-de-France, nous sommes partis à Las Vegas, au CES. C'est un événement très important, c'est une exposition de l'innovation et comme nous, notre produit est complètement innovant, c'est notre cœur de métier. Pour nous, c'était une belle reconnaissance.
Donc c'est vraiment très bien. On part d'une idée que finalement ont deux étudiants en université, et puis finalement elle pousse. On constate que au fur et à mesure en fait de son développement, vous avez été plutôt finalement bien accompagné à la fois par des établissements d'enseignement supérieur, des lycées agricoles. On reparlera de Genève tout à l'heure. Ensuite l'incubateur Actech Euratechnologie, la première promotion. Vous avez eu accès à des trophées, du coup à des prix. C'est vraiment un parcours intéressant et votre témoignage aujourd'hui, je pense, peut réellement donner envie aussi à d'autres personnes qui ont envie de se lancer, et en particulier dans l'innovation, peut-être techno en élevage, pour grandir. Du coup, Litius aujourd'hui, en tant qu'entreprise, en termes de commercialisation du collier connecté, vous en êtes où, Victor? On a passé un long chemin de préparation, d'industrialisation de notre technologie. Actuellement, nous sommes en pleine commercialisation, on a des stocks et nous cherchons des nouveaux partenaires pour agrandir notre réseau de partenaires. Donc, nous travaillons déjà avec Prospérité Fermière, coopérative de Pas-de-Calais. On a intégré récemment le réseau AgriMaker, qui nous donne aussi de visibilité et qui nous ouvre des portes sur le marché. Donc, actuellement, c'est ça, commercialisation, recherche de partenaires. Donc, on est ouvert à toutes les possibilités. D'accord. Et donc, en plein développement. Juste un petit mot pour terminer avec une question d'Aurélien Bocan. En plus de la détection des chaleurs, est-ce qu'il est possible de monitorer les vélages et notamment donc via l'activité ruminale ou les changements physiologiques de la vache dans les 12 heures à 2 heures avant le vélage? Une question vraiment très, très technique de Monsieur Bocan. Actuellement, cette option est en développement, donc nous ne proposons pas directement, nous travaillons là-dessus. Par contre, il y a des éleveurs qui utilisent notre solution qui disent d'ailleurs qu'eux, ils arrivent à repérer, grâce à notre profil comportemental, les détails sur le vélage. Ils disent, ah tiens, c'est très intéressant, moi je peux avec des courbes interpréter les courbes moi-même et moi je vois clairement tout ce qu'il me faut pour détecter un vélage. Donc voilà. D'accord. Et pour avoir une idée quand même, parce qu'effectivement, à partir du moment où on parle d'un produit commercial, c'est intéressant. Est-ce qu'on a une idée du coût? Les coûts, en fait, il a deux parties. Il a un prix pour les colliers, c'est environ 60 € par collier. Et après, il a la partie abonnement qui dépend en fait de services choisis. Ok, très bien. Victor, on va conclure sur ces réponses très intéressantes. Merci beaucoup de votre participation à ce webinaire. On souhaite effectivement beaucoup de succès à Litius, et on aura l'occasion dans la deuxième partie, avec la deuxième success story, de découvrir aussi une autre entreprise qui a aussi bénéficié notamment de l'accompagnement d'Euratechnologie via Actech, qui est aussi allé jusqu'au CES de Las Vegas. Merci beaucoup, Victor. À bientôt. Merci, à bientôt.